Très bien, je vais essayer d'être un peu plus bref. On arrive au terme de ce congrès, ça va être la dernière conférence et je vais essayer donc de voir ce qu'il y a de nouveau par rapport aux pneumopathies interstitielles diffuses fibrosante progressive. Ça, c'est l'intitulé, en fait, que c'est moi-même qui l'ai communiqué, que le comité d'organisation, on va dire, me l'a communiqué, mais en fait, actuellement et depuis mai 2022, on parle plutôt de fibrose pulmonaire progressive que de pneumopathie interstitielle avec un phénotype fibrosant progressif, parce que là, on n'est pas dans le cadre de phénotypes et de génotypes, on est dans le cadre d'un processus fibrosant, et donc la terminologie, la bonne terminologie, c'est fibrose pulmonaire progressive, qui se voit, c'est certaines PID qui peuvent évoluer selon ce mode, et c'est estimé entre 18 à 32%. Alors, cette fibrose pulmonaire progressive, elle se caractérise par une dégradation de la fonction respiratoire, une dégradation de la qualité de vie, une aggravation des symptômes respiratoires et finalement une mortalité précoce. Et là, il faut toujours revenir sur ce processus interstitiel fibrosant progressif, c'est toujours avec une prise en charge habituelle de ces différentes pathologies. Donc on ne part pas comme dans les pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques, là on a un contexte étiologique et on a un traitement qui a déjà été proposé. Donc les pneumopathies interstitielles diffuses, elles sont donc nombreuses et très nombreuses. Donc au sein de ce grand groupe de pneumopathies interstitielles diffuses, on voit de là les causes donc des PIDA eosinophiles associées à des expositions professionnelles ou non professionnelles, les granulomateuses, les PID d'hypersensibilité, les PID auto-immunes, les PID idiopathiques. Bref, dans ce grand lot de pneumopathies interstitielles diffuses, finalement, quelles sont les pneumopathies qui vont évoluer sur ce mode progressif fibrosant? Et là, ça nous ramène à réfléchir un peu ensemble, et là, j'ai repris cette classification selon le comportement de la maladie. Parce que finalement, quand on est en face d'une PID, souvent on se pose la question, à part l'étiologie, si on a pu déterminer une étiologie, en plus il y a un pattern, c'est important donc de voir, parce que fonction du pattern, il y a un processus évolutif qui est plus ou moins, on va dire, connu, où on peut prévoir. Et c'est important, donc, en fonction de ces différentes orientations étiologiques, de ces différents patterns, de savoir quels sont ceux qui ont un mode évolutif progressif, quels sont ceux qui évoluent sur un mode toujours progressif, sans retour, celles qui peuvent avoir une réversibilité, c'est une réversibilité partielle ou totale, et dans ces cadres de ces PID, par exemple, quand on voit les PID qui sont les bronchiolites respiratoires qui sont associés aux pneumopathies interstitielles diffuses ou certaines atteintes iatrogènes, on voit que quand on supprime la cause telle que le tabac, on a souvent une bonne résolution en donnant les corticoïdes. Dans les pneumopathies organisées, c'est aussi le même cas, même dans les pneumopathies organisées. Donc là, on doit induire une réponse initiale, puis ajuster le traitement au long cours, et on doit observer, continuer à observer ces patients. Quand on regarde certaines pines fibreuses ou certaines... Donc, en fonction de ces profils évolutifs, il y a une progression de la maladie. Donc, c'est une notion de la progression, c'est une notion ancienne et qui se confirme, qui se répercute actuellement sur la définition de la fibrose pulmonaire progressive. Alors, en nombre, en pourcentage, là, c'est quelques cohortes qui ont été suivies. Et en fonction des différents critères, et on va revenir sur la définition pour établir la notion de progression, alors en proportion, combien ça représente? Vous voyez, en fonction des études de ces cohortes, 25% dans cette cohorte, 31%, 18 à 32%, donc on est à peu près à un tiers de PID qui ont un processus qui va évoluer vers une fibrose pulmonaire progressive. Et dans ce tiers, si on regarde un peu en fonction des étiologies sur cette série, on voit par exemple que les fibroses progressives associées à la polyarthrite rhumatoïde, ça voisine les 26%. Dans les sclérodermies, c'est autour de 31%.
Dans les conjectivites, autour de 24%, dans les PINS, 32%, dans les inclassables, autour de 29%, dans les pneumopathies d'hypersensibilité, 21%, dans la sarcoïdose, 20%, et dans les autres causes, 18%. Donc on est dans une proportion à peu près de 20 à 30% de ces pneumopathies interstitielles diffuses, fibrosantes, dont la cause elle est connue et qui évolue malgré un traitement qui progresse soit sur le plan symptômes, soit sur le plan radiologique et soit sur le plan fonctionnel. Alors, quelles sont ces particularités de cette fibrose pulmonaire progressive sur le plan clinique? L'âge de début souvent avancé, une sévérité au début, et il y a un déclin précoce de la fonction pulmonaire malgré le traitement qui a été choisi ou décidé dans la discussion multidisciplinaire pour cette pneumopathie spécifique. Et ce phénotype, donc ce phénotype ou cette proportion, elle est toujours de l'ordre, on va dire, de 30%. Alors, sur quels critères finalement, jusqu'à l'année dernière, toute la discussion, c'était par rapport à la définition. Il y a eu des études, et c'est essentiellement, c'est basé sur les critères des essais thérapeutiques qui ont essayé d'évaluer ce phénotype progressif, et pour l'évaluer, ils ont établi des critères pour retenir un peu la progression sur quoi elle est portée. Grossièrement, dans les différentes études, c'est l'aspect fonctionnel respiratoire, la progression sur la radio et aussi les symptômes. Alors quand on voit dans l'étude UNBLUD, c'est là, je pense que c'est l'étude la plus importante et c'est celle qui a permis donc de retenir l'indication du nintédanib dans cette pathologie. Dans cette étude, c'est la survenue, la durée, c'est 24 mois. La diminution de la capacité vitale, alors elle a été soit 10%, soit 5 à 10% associée soit à des symptômes, soit à une extension radiologique. Dans les critères ERIS, c'est les mêmes, mais ils ont introduit aussi la diminution relative de la DLCO de 15%. Dans les critères qui ont été utilisés dans l'essai de pirfenidone dans les pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes inclassables, la durée c'était 6 mois, le pourcentage de diminution ou déclin de la capacité vitale était en pourcentage de la théorie qui était de 5% sur 6 mois, 5% au plus bien sûr, aggravation des symptômes, dans les critères de l'essai relief, c'est capacité vitale, 5% au moins de la valeur théorique, basée sur 3 à 6 mesures, sur donc 6 à 24 mois. Donc la notion finalement, ce qui ressort de tout ça, et ça a été bien résumé dans cet article, finalement, avant qu'il y ait eu la définition maintenant établie par les différentes associations scientifiques de l'ATS, de l'ERS et de l'association latino-américaine et japonaise de mai 2022. Donc là, on était, donc quels sont les critères? Là, les symptômes, oui, on va les voir. Les symptômes, la progression sur le scanner. Alors, c'est une capacité vitale qui diminue de 5% avec une progression des symptômes, 5% avec une progression du scanner, 15% de la DLCO, 10% de la capacité vitale. En fait, toute la discussion était là. Et finalement, la définition, elle est venue pour clarifier un peu, au moins pour que les gens puissent parler le même langage. Et c'est à partir de cette date-là qu'on a commencé à parler de fibrose pulmonaire progressive. On ne parle plus de phénotype progressif. Et les critères ont été les symptômes, l'aggravation sur le plan physiologique et l'aggravation sur le plan scanographique. Alors, chez un patient atteint d'une pneumopathie interstitielle diffuse, d'étiologie connue ou inconnue, autre que la fibrose pulmonaire idiopathique, et qui présente des signes radiologiques de fibrose pulmonaire, la fibrose pulmonaire progressive est définie par la survenue d'au moins 2 des 3 critères au cours de l'année précédente sans autres explications. Donc, c'est une pathologie connue en dehors de la fibrose pulmonaire idiopathique ou qui n'est pas connue, mais ce n'est pas de la fibrose pulmonaire idiopathique, et qui va y avoir, on va retenir 2 des critères sur les 3 domaines, symptômes, fonctionnels respiratoires et scanographiques. Alors, donc, aggravation des symptômes, ça ne pose pas de problème. Donc, le malade, c'est un peu subjectif, mais il va être plus symptomatique. J'imagine l'effort, la dyspnée, la toux. Alors, sur le plan physiologique, les signes de progression de la maladie, c'est l'un ou l'autre des éléments suivants. Alors, soit un déclin absolu de la capacité vitale de plus que 5% de la valeur prédite au cours d'une année de suivi,
ou alors une diminution absolue de la DLCO de plus de 10% de la valeur prédite au cours de l'année qui a suivi. Donc 5%, ils ont introduit 10% si c'est la DLCO. Pour les critères scanographiques, ça va être une extension, une aggravation, avec une augmentation de l'étendue et de la sévérité des bronchiectasies par traction et des bronchiolectasies, de nouvelles opacités qui apparaissent en verre dépoli avec des bronchiectasies par traction, des nouvelles réticulations fines, de l'augmentation de l'extension et de la sévérité des réticulations, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux rayons de miel et la majoration de la perte de volume qu'on peut avoir, donc notamment au niveau des lobes inférieurs. Donc finalement, quand on a une aggravation des symptômes ou une aggravation sur le plan fonctionnel respiratoire tel que c'est défini, ou une extension de cette fibrose telle que c'est défini, on va retenir le diagnostic de fibrose pulmonaire progressive. Donc là, sur ces scanners, on voit que, par exemple, il y a une majoration ici du verre dépoli, il y a même de nouvelles lésions qui apparaissent là. Et sur cette diapo, j'essaie d'illustrer, on a l'impression, je pense, qu'il y a une majoration au niveau de les réticulations et des verres dépolis à ce niveau-là. Donc ça, parfois, c'est difficile et il faut revenir à la discussion multidisciplinaire pour parler le même langage et pour définir ou alors arrêter de façon consensuelle et on retient ou pas les critères de progression chez le patient. CPID, on a mis la plaque au début et là on remet la plaque des pneumopathies interstitielles diffuses pour dire voilà la proportion qui est faite sur chaque rectangle en bleu, le pourcentage de PID en leur potentiel évolutif dans le sens de la fibrose pulmonaire progressive. C'est l'avis d'experts, ce n'est ni des études, ni des cohortes, mais c'est une impression donc d'experts par rapport à ces différentes pneumopathies interstitielles diffuses et leur pouvoir fibrosant progressif. On voit par exemple dans le groupe des pneumopathies d'hypersensibilité, on avoisine le milieu, les polyarthrites rhumatoïdes, la sclérodermie, donc énormément, donc on est dans les proportions, moi je pense on est dans les proportions du tiers qu'on a rapporté tout à l'heure. Maintenant on a un patient qui présente une pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante et on lui donne un traitement. Tout à l'heure, on parlait de l'IPAF, on a parlé de dermatomyosite, ça aurait pu être la polyarthrite rhumatoïde, etc. Finalement, le staff s'attend vers quoi? On a donné les immunosuppresseurs, on a donné le traitement spécifique et on revient à la discussion multidisciplinaire pour voir s'il y a eu une bonne évolution, une réponse, une évaluation ou alors une progression. Et si, donc, sur les critères donc au cours de cette réunion, discussion multidisciplinaire sur les critères cliniques, scanographiques et fonctionnels, on retient soit une réponse, le malade on va prolonger le traitement, soit on a une progression malgré le traitement conventionnel, on répond aux critères de progression et là on peut réfléchir ensemble sur la décision de donner des antifibrosants ou pas. Donc c'est toujours la discussion multidisciplinaire qui est valable pour toutes les pneumopathies interstitielles diffuses, les données du scanner, de la sérologie et les données complémentaires qui sont aussi discutables en réunion multidisciplinaire, là où on a mis des plus ou moins, pour décider si ça se fait ou ça se fait pas. Par la suite, on va se trouver dans une situation où on a un diagnostic bien défini, où on a une hypothèse de travail, où on a une PID inclassable. On va traiter, peut-être on va observer et traiter après, et on va évaluer. Et si dans l'évaluation, on estime qu'on est dans la réponse, c'est parfait. Et si on est dans la progression et on a donné le traitement convenable, on peut donc être dans la situation de proposer le patient pour un traitement antifibrosant dans le cadre d'une fibrose pulmonaire progressive. Alors, les agents thérapeutiques et les voies thérapeutiques, c'est ce qui est classique, c'est ce que nous donnons et c'est ce qui... En fait, en fonction de ces différents patterns, vous voyez bien quand on est, par exemple, dans une fibrose pulmonaire idiopathique, là, je ne sais pas, les fibroses inclassables, on est dans la situation où l'antifibrosant, il est de première intention. Et si on est dans des pathologies plutôt avec profil pneumopathie organisée ou PIN, c'est notamment une PIN cellulaire ou non, une PIN, on est toujours plutôt dans le traitement anti-inflammatoire et c'est lorsque la progression et la fibrose s'installe et elle évolue qu'on commence à réfléchir aux antifibrosants. Là, c'est l'approche de ces
de ces fibroses pulmonaires progressives dans le cadre de cette discussion multidisciplinaire. Et on va se trouver à l'extrême droite la fibrose pulmonaire idiopathique, qui bien sûr ne rentre pas dans le cadre de cet exposé, qui va bénéficier d'emblée des agents antifibrosants. Par la suite, on va avoir le panel de toutes les pathologies interstitielles potentiellement fibrosantes. Il va y avoir la discussion, on va faire de l'éviction, on va proposer les traitements immunomodulateurs qui associent souvent des corticoïdes avec les autres immunosuppresseurs. Et par la suite, on est dans la phase d'évaluation. On revient au staff, qu'est-ce qu'on a fait? On a avancé, ça progresse, ça répond, ça ne répond pas. Et si on est dans les critères de la progression, on va passer aux antifibrosants. Et dans les antifibrosants, nous disposons, dans l'antifibrosant d'une façon générale, de deux antifibrosants, le nintédanib et la pirfénidone. L'un, il agit sur les facteurs de croissance vasculaire, des facteurs de croissance des fibroblastes, et l'autre, il agit sur les facteurs de croissance bêta, et c'est les TNF-alpha, donc des mécanismes d'action différents, mais qui vont aboutir au freinage du processus antifibrosant. Qu'est-ce qu'il y a comme étude? Bon, je ne vais pas revenir. L'étude Humblid, elle a été projetée plusieurs fois. C'est une étude donc, qui a intéressé 663 patients, et c'est une étude sur 52 semaines, et qui a intéressé des PID progressivement progressifs hors fibrose pulmonaire idiopathique, avec bien sûr avec les critères de définition, d'ailleurs, qui ont servi après pour mettre en place la définition actuelle, donc c'est pas la définition actuelle, et avec donc le résultat, là c'est le profil de la population, là c'est toute la population, là c'est la population qui présente un pattern UEP, il y a beaucoup de PHS, il y a des PID auto-immunes, des PID non spécifiques, des PID inclassables, et 12% avaient donc d'autres causes. Et l'évolution, il y avait une différence dans le déclin de de la capacité vitale forcée, en fonction de ceux qui prenaient le nintédanib et placebo. La différence, elle était de 107 millilitres pour toute la population, une différence significative. Et ici, elle était de 128 millilitres, encore plus importante pour les patterns UEP. La même chose. Alors, deux essais pour la pirfénidone. Un essai qui a intéressé des connectivites, des PINS, des PHS chroniques, asbestose, 127 patients, 48 semaines. L'étude a été interrompue prématurément en raison d'un recrutement lent. Donc, on n'avait pas suffisamment de patients. Il y a eu certes une amélioration, mais il n'y avait pas donc dans la mortalité, il n'y avait pas de différence. Dans la capacité vitale, il y avait des différences, mais l'échantillon, 63 patients, ne permettait pas de retenir donc ces résultats de manière forte, puissante, avec un bon niveau d'évidence. Alors, il y a eu un autre essai avec pirfénidone pour les pneumopathies interstitielles diffuses inclassables, et ça a intéressé 253 patients avec un suivi de 24 semaines uniquement. La progression, c'était sur le déclin de la capacité vitale. Même chose, il y a eu une amélioration dans les chiffres par rapport à la capacité vitale, par rapport à la BLCO, mais c'est même remarque et même réserve, c'est une population qui n'est pas aussi élevée en nombre et qui ne permettait pas donc de retenir de façon formelle ces résultats. Au point que les recommandations, qu'est-ce qu'ils disent actuellement en termes de traitement de ces fibroses pulmonaires progressives? Alors, la recommandation de l'ATS, qui est venue donc tout récemment, il suggère le nintédanib pour le traitement des fibroses pulmonaires progressives chez les patients qui présentent donc qui échappent au traitement et à la gestion par le traitement standard, et c'est une recommandation avec un faible niveau d'évidence. Ça, mais c'est une recommandation. Pour la pirfénidone, ce qui est recommandé, c'est de continuer encore les recherches. Ils estiment que les échantillons et le nombre, etc., ne permettent pas de retenir des éléments avec un bon niveau de preuve. Donc, ce qui est recommandé, c'est le nintédanib dans les fibroses pulmonaires progressives. Les recommandations françaises, ils ont précédé un peu et ça a été plus ou moins retenu. Le nintédanib, il a la même pour ça. Le pirfénidone peut être considéré chez les patients
qui ont une intolérance ou qui ne répondent pas, on peut switcher sans argument, hors AMM, donc par rapport à cette indication pour le pirfenidone. Et je vous remercie pour votre attention.